Parfait. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je ne suis pas Emmanuel Laurentin. Bon, pour celles et ceux qui sont donc venus pour l'entendre, il faut partir peut-être maintenant ou rester pour nous écouter, parce que je suis donc Laurent Jean-Pierre, un des co-auteurs du livre Une histoire globale des révolutions. Tout à ma droite, Quentin de Louermoz. À ma droite immédiate, Eugénia Pallieraki. Emmanuel Laurentin s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui. Il a été retenu un peu par l'actualité, comme vous le savez, brûlante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc devait faire une émission ce matin à Radio France. Donc il a dû quitter Blois et donc ne pourra animer cette table ronde. Ce qui fait que nous avons décidé de l'animer nous-mêmes, en autogestion, comme on dit dans les moments révolutionnaires. Et donc, il s'agit donc de parler d'un livre qui s'appelle donc Une histoire globale des révolutions aux éditions de la Découverte, dans la collection Histoire Monde, dirigée par notre collègue Pierre Singaravelou, dirigée par Ludivine Bantini, Quentin de Louermoz, Boris Gobi, Laurent Jean-Pierre, donc moi-même et Eugénia Pallieraki, avec plus de 60 auteurs. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors, pour commencer, j'ai une première question, cher Quentin de Louermoz. Pourquoi un livre sur les révolutions aujourd'hui, en 2023 ? Alors, merci beaucoup, cher Emmanuel Laurentin, pour cette excellente question. Vous voyez qu'on a quand même préparé notre coup. Alors, la question s'est en fait un peu imposée à nous, même si on a mis pas mal de temps à préparer ce copieux volume. En gros, l'idée est la suivante, c'est que si on vous parle de révolution aujourd'hui, vous allez avoir en tête, a priori, en général, on a en tête, je n'en sais rien, 4 révolutions. On a évoqué la révolution américaine, la révolution française, la révolution russe, la révolution chinoise. Et puis avec cette idée un peu sous-jacente qu'au fond, tout ça s'est arrêté en 1989. C'est la fin des révolutions. Un universitaire américain disait dans les années 2000 qu'au fond, les révolutions avaient un avenir extrêmement limité et un passé qui s'était incroyablement réduit. Or, force est de constater que ce constat est faux. Il suffit de songer à la Syrie, à la Libye, au printemps arabe, au coup de balai au Burkina Faso, à ce qui s'est passé à Hong Kong en 2019-2020. Manifestement, les moments révolutionnaires ne se sont pas arrêtés en 1989. Et ils ont l'air de s'être déployés quand même à une échelle largement européenne, mais aussi extra-européenne. Donc il fallait réviser en quelque sorte les idées reçues qui nous ont été léguées par le passé. D'où l'idée de cet ouvrage qui consiste à refaire le point en fait, sur le phénomène, en faisant appel à près de 70 auteurs, 72 exactement, de toutes les disciplines, histoire, sociologie, anthropologie, philosophie, littérature, etc. Et puis qui puisse couvrir un nombre très très important de pays. Donc le livre, au fond, c'est le résultat de cette proposition. Qu'est-ce que ça donne si on élargit le spectre d'observation sur ce phénomène révolutionnaire ? Oui, j'ai oublié de dire que Quentin de Louermoz, c'est ce qu'aurait dit probablement Emmanuel Laurentin, est l'auteur notamment d'un livre important, comme aussi d'ailleurs Ludivine Bantini, mais l'auteur d'un livre sur la commune, qui s'appelle Commune au pluriel, qui a été publié dans une autre très bonne maison d'édition, et qui a effectivement été assez important au moment de l'anniversaire de la Commune de Paris. Et j'en profite pour dire immédiatement que Eugénia Pallieraki non plus n'est pas novice en matière de révolution, puisque en même temps que paraît ce livre, Une histoire globale des révolutions, elle sort aussi un livre important qui fait aussi l'objet d'une date anniversaire en ce moment. Alors sur, disons, un mouvement qui a participé à la révolution chilienne et qui a été défait au moment du coup d'État de 1973, le MIR. Donc Eugénia, j'ai cru comprendre en lisant Une histoire globale des révolutions qu'il était question de les aborder non pas de manière singulière, mais en constellation. Qu'est-ce que vous avez entendu par là collectivement ? Merci pour cette question. Nous avons pensé les influences réciproques, les circulations, les connexions
entre différents processus révolutionnaires en utilisant le terme de constellation. Je pense que toutes et tous qui sommes ici aujourd'hui, nous pouvons penser à des exemples de périodes où les mouvements révolutionnaires semblent être particulièrement connectés les uns aux autres. Si on pense aux années 68, par exemple, on sait qu'il y a eu un 68 évidemment en France, mais aussi dans les campus états-uniens, à Mexico, à Prague, etc. Et puis aussi, plus récemment, les révolutions arabes, appelées par d'autres printemps arabes, ont été des révolutions qui se sont répandues et succédées. Donc ces connexions, très souvent, elles sont décrites en termes de vagues révolutionnaires ou de contagions. Donc des termes qui posent problème, parce que d'un côté, vague, ça renvoie à un phénomène naturel, donc on a l'impression que les révolutions se répandent par elles-mêmes, justement comme une vague, ou alors le terme de contagion est très fortement à une connotation péjorative. On dirait une maladie qui passe d'un corps à l'autre. Donc nous avons proposé le concept ou le mot de constellation pour penser justement les connexions entre les différentes révolutions. Et pourquoi? Parce que les constellations sont des corps célestes qui sont proches, se composent en fait d'astres qui projettent, dont la projection est proche dans le cosmos et qui sont reliés les uns aux autres. Donc il s'agit à la fois de reconnaître la singularité des processus révolutionnaires et aussi les possibles connexions, interactions, circulations d'idées, de pratiques entre eux. Notre objectif était de contester cette idée d'imitation, où un révolutionnaire ou un mouvement révolutionnaire serait en train d'imiter un autre. Pour prendre un exemple et rendre les choses un petit peu plus concrètes, avec un collègue spécialiste aussi d'histoire de l'Amérique latine, Rafael Pedemonte, nous avons écrit le chapitre qui porte sur la constellation révolutionnaire des années 60 latino-américaines. Évidemment, le protagoniste de cette constellation est la révolution cubaine, mais en même temps on montre comment les mouvements de guérilla en Amérique latine n'imitaient pas la geste révolutionnaire cubaine, mais interprétaient à leur façon ce que Fidel Castro et Ernesto Guevara avaient fait à Cuba. Ils ont préféré très souvent la guérilla urbaine plutôt que la guérilla rurale, notamment dans le cône sud de l'Amérique du Sud. On a aussi montré que la révolution cubaine elle-même s'inspirait d'autres révolutions caribéennes, notamment des révolutions antidictatoriale et démocratique. Donc la geste armée qui est si connue dans le cas de Cuba était précédée d'autres opérations militaires qui avaient essayé par les armes de renverser des dictateurs de la Caraïbe comme Rafael Trujillo. Merci beaucoup. Donc, nous allons faire un Emmanuel Laurentin tournant. Donc, je vais occuper sa place à présent. Alors, si je regarde cette fameuse partie constellation, on a les révolutions atlantiques, donc il y a une séparation entre des chapitres généraux et des petits focus sur la révolution britannique, on a des djihad en Afrique, les révolutions européennes, l'Asie orientale, les Balkans, 1917 au prisme caucasien, l'Amérique latine, l'Afrique, années 68, révolution mondiale, Iran, 1979, donc on a l'impression que vous couvrez tout, mais au fond, Eugénie Appal-Iraki, est-ce qu'il n'y a pas des manques? Est-ce que vous ne devriez pas avouer un peu d'éventuels manques ou des surreprésentations? La question qui est liée, c'est quelle définition vous allez donner au fond des révolutions? Parce qu'en fonction de la définition que vous allez donner, on n'aura pas les mêmes qui rentrent dans le paysage. Est-ce que vous pourriez nous répondre là-dessus, s'il vous plaît? Bon, le moment d'autocritique arrive très tôt. Merci pour cette question. Donc, oui, évidemment, il y a des manques. On n'a pas eu prétention à l'exhaustivité en matière de révolution, et c'est bien l'une des contributions de cet ouvrage, de montrer que l'histoire des révolutions est extrêmement riche, beaucoup plus riche qu'on ne le pense souvent. Donc, l'exhaustivité n'aurait pas eu forcément de sens non plus. Notre objectif a été de donner de l'intelligibilité à l'histoire des révolutions. Il y a évidemment des révolutions qui sont connues, auxquelles on n'a pas consacré de chapitre, par exemple la révolution espagnole de 1936-37, mais si vous regardez dans l'index des noms et aussi des lieux et des dates, vous verrez qu'il y a bien une référence à la révolution espagnole. Donc,
on donne dans cet ouvrage une présentation vraiment riche et diverse de l'histoire des révolutions. Et cela nous permet aussi de penser ou de repenser ce qu'on entend par révolution dans l'histoire des 2 derniers siècles et demi, voire plus, on va y revenir sur l'ère des révolutions avant les révolutions, et puis comment on peut redéfinir ou reposer la question des révolutions aujourd'hui. Donc on est parti d'une première définition simple et consensuelle. Tout d'abord, on a entendu par révolution un mouvement populaire. Sans peuple, il n'y a pas de révolution. Hein. Par exemple, une prise du pouvoir par des militaires qui autodénominent leur mouvement une révolution. Ce n'est pas une révolution parce qu'il n'y a pas de participation du peuple en elle. C'est un processus qui entraîne un renversement du pouvoir et aussi qui postule, qui propose une redéfinition des rapports de domination, ou cherche à renverser, à émanciper des groupes qui sont dominés. En même temps, la pluralité des expériences qui est explorée dans ce livre nous a permis de voir ce que le concept de révolution, le mot de révolution, a comme sens différent selon le contexte, hein, et dans des contextes qui ne sont pas ceux ouest-européens ou nord-atlantiques, mais aussi en Afrique, en Asie. Par exemple, il y a un chapitre sur l'Inde, hein, comment on a entendu en Inde le mot révolution, en Amérique latine, dans le monde arabe. Merci beaucoup. Alors, vous avez évoqué un petit peu la structure du livre. Déjà, il y a une première partie qui s'appelle « Penser et dire les révolutions », qui essaie de s'emparer un petit peu du concept. Il y a cet article de Partha Chatterjee que vous venez d'évoquer, un autre de Véronica Gago sur un point de vue latino-américain, une histoire du mot « révolution », une question de comparaison. Mais, au fond, il y a une partie qui m'a intrigué. Je croyais, moi, que l'histoire des révolutions commençait au XVIIIe siècle. Et je vois cette deuxième partie, les révolutions avant les révolutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, Laurent Jean-Pierre ? Merci de votre question, très pertinente. La question qui vient d'être soulevée enfin les réponses plutôt que vient de soulever Eugénia concernant la définition de la révolution, évidemment, on tourne toujours autour de ce problème pour des raisons qu'elle a rappelées et sur lesquelles je voudrais revenir un instant avant de vous répondre, Quentin de Lermoz. C'est effectivement la variabilité, hein, du mot, hein, dans le temps et dans l'espace. Il n'y a rien d'universel à la catégorie de révolution entendue comme modalité du changement historique. En fait, il y a plein de cultures, de civilisations. On a parlé de l'Inde, on a évoqué aussi des civilisations amérindiennes, où en fait la traduction du mot révolution n'est pas littérale ou pose problème. Et donc ça, c'est évidemment pour une histoire globale, c'est pas simplement un problème linguistique, c'est un problème en matière de connaissance. Comment est-ce qu'on va faire pour comparer des choses qui ont des noms différents dans des espaces différents ? Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé une définition assez formelle et minimale de ce qu'on entendait par révolution, hein, que Eugénia a rappelé, avec l'idée aussi que des poussées révolutionnaires, si on veut les appeler comme ça, en tout cas des processus révolutionnaires qui commencent, qui créent une situation de double pouvoir, n'entraîne pas toujours des issues révolutionnaires. Hein. Le grand pari du livre, c'est au fond d'étendre l'archive révolutionnaire au-delà des grandes révolutions dont on a parlé au début. Hein. Et donc étendre cette archive révolutionnaire, ça peut se faire dans l'espace, c'est ce qu'on a suggéré, hein. Et donc ça peut se faire conceptuellement, c'est ce que Eugénia vient de rappeler, pour bien comprendre les grandes révolutions, il faut comprendre justement les poussées révolutionnaires, et donc il faut se situer un peu en amont pour voir comment des poussées révolutionnaires deviennent des révolutions. Et puis ça peut se faire dans le temps, hein, c'est-à-dire qu'on peut s'interroger, c'est un peu spéculatif en apparence, on peut s'interroger sur en réalité l'historicité même de la catégorie, et est-ce que parce que le mot a pris une tournure différente au XVIIIe siècle, c'est quelque chose que notre ouvrage rappelle après des ouvrages classiques d'historiens éminents comme Reinhard Koselleck, hein, c'est-à-dire qu'effectivement la Révolution française, et en tout cas la conjoncture de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, a donné au mot révolution son sens politique et social contemporain,
en addition, disons, de son sens astronomique initial, la révolution comme retour au même ou comme rotation des astres, par exemple, ou des planètes. Donc, si vous voulez, voilà, dans la conceptualisation classique, la révolution a change de sens avec cette période de la deuxième moitié du XVIIIe, qui est elle-même accentuée par le long XIXe siècle. Bon, donc, on a proposé à quelques-uns de nos auteurs un exercice de pensée différent, c'est-à-dire, et si on essayait d'employer le mot révolution pour des périodes antérieures? Qu'est-ce que ça donne, hein? Est-ce que c'est vraiment un contresens? Est-ce que c'est vraiment un forçage historique? Et donc la réponse est en réalité, elle est en réalité plutôt non, hein. C'est-à-dire que oui, le mot, comme le mot n'existe pas en Inde, le mot dans les périodes antérieures n'existe pas dans son sens moderne ou contemporain, si vous voulez, mais en réalité la chose, évidemment, fait partie de l'histoire des sociétés, disons, pré-XVIIIe siècle, hein. Alors il y a une contribution très forte et à la fois encore plus spéculative que l'exercice qu'on proposait, qui concerne justement les périodes les plus anciennes, puisque Jean-Paul Demoule réfléchit à l'idée que, effectivement, à l'âge néolithique, il y a ou pas des révolutions. Donc ça pose des problèmes de fond sur les traces de la révolution. Mais enfin, ce que montrent en tout cas les traces archéologiques, c'est qu'il y a des changements de structure sociale et de structure de pouvoir très fortes, régulièrement, et qu'au fond, il y a une sorte de banalité du fait révolutionnaire. C'est un peu un de nos arguments, d'ailleurs, dans ce livre. Peut-être pas une banalité du fait révolutionnaire, mais ce qu'on dit, c'est que le fait révolutionnaire est à la fois ordinaire et extraordinaire, récurrent et exceptionnel, hein. Et qu'en tout cas, quand on regarde sa fréquence historique, il est extrêmement régulier. Donc, si vous voulez, dans les périodes anciennes, on retrouve un peu le même résultat, à l'âge néolithique, parce qu'on travaille sur la très longue durée, mais aussi dans le monde grec où on s'aperçoit évidemment qu'il n'y a pas de démocratie athénienne sans révolution inaugurale. Le débat est plus compliqué concernant, disons, le monde romain, le monde médiéval, et l'enquête ici ne fait que commencer. D'ailleurs, ça me permet de dire quelque chose aussi sur notre livre. C'est un livre qui ouvre en fait des chantiers aussi, des chantiers de pensée, des chantiers d'enquête, des chantiers de réflexion, plus qu'il ne vient fermer, disons, une littérature sur les révolutions qui serait massive, même s'il se fait l'écho aussi d'une littérature, disons, française, anglo-américaine, importante, et d'ailleurs pas seulement française et anglo-américaine, mondiale, hein, mais c'est vrai qu'il vient ouvrir, et notamment, voilà, hein, il reste un ensemble de questions sur le fait que les révolutions puissent aussi avoir eu lieu dans des plaques civilisationnelles qui ne sont pas, disons, simplement européennes, dans des périodes lointaines. Et c'est un point qu'on n'a pas pu traiter, parce qu'évidemment, il aurait fallu 2 ou 3 autres volumes pour le faire. Donc on a simplement donné un aperçu, au fond, de ce questionnement sur ce qu'étaient les révolutions avant les révolutions. Bon, je serai moins douée que mes collègues en matière d'imitation. Laurent, Jean-Pierre, dans le livre, ce livre collectif, il y a une section consacrée aux traversées. Qu'entendez-vous par traversée et en quoi est-ce une approche originale à l'histoire globale des révolutions? Oui. On vous a présenté plusieurs aspects et plusieurs facettes de cet ouvrage, mais c'est aussi une manière de dire, voilà, on a essayé au fond de questionner l'objet révolution sous plusieurs angles, et au fond, un des paris de l'ouvrage, c'est pas de constituer un nouveau récit lissé, complètement continu des révolutions à l'échelle mondiale, c'est plutôt, comme ça a été dit déjà, de montrer qu'il y a une fréquence élevée de constellations révolutionnaires dans les 2 derniers siècles et demi, mais au-delà, de manière plus spéculative, comme je viens de le dire. Et au fond, c'est de dire, si on regarde bien les révolutions, si on en dénationalise le regard, si on essaye de les voir comme des faits d'emblée, peut-être pas mondiaux, mais régionaux, transnationaux, ce qu'elles sont par plein de manières, hein, à commencer par le fait qu'évidemment il y a des circulations révolutionnaires, qu'il y a des internationales qui se constituent au moment où des épisodes révolutionnaires ont lieu, au XXe siècle, on le sait évidemment, qu'il y a aussi des guerres qui favorisent ou pas les moments révolutionnaires, ou des guerres qui viennent se constituer après des moments révolutionnaires. C'est le cas évidemment
après 17, ou pendant 17. Donc, si vous voulez, cette dimension régionale, transnationale des révolutions, si on la prend au sérieux, elle nécessite aussi de réexaminer un certain nombre de questions plus thématiques concernant les révolutions et les manières dont elles émergent, les manières dont elles se déroulent et les manières dont elles se déploient jusqu'à s'éteindre, jusqu'à se pétrifier. Et donc, ce sont ces questions-là, au fond, qu'on a essayé de reprendre à travers donc des travaux qui relèvent parfois de la sociologie, parfois de la science politique, souvent de l'histoire comparée, parfois de l'histoire croisée, et qui reprennent, au fond, des thèmes classiques de l'analyse des révolutions, par exemple, quel est l'effet des guerres sur les révolutions, je viens de l'évoquer, quel est l'effet, quelles sont les subjectivités ou les groupes sociaux qui sont les plus mobilisés dans les révolutions, ou au contraire qui sont oubliés, d'où la question évidemment sur laquelle on reviendra des femmes, d'où la question de la paysannerie qui est un élément absolument pivot et central de presque toutes les séquences révolutionnaires, d'où la question aussi peut-être négligée pendant un temps à cause de nos sociétés qu'on croit souvent sécularisées, de la place des religions dans les révolutions. Donc ça, c'est un point auquel on a accordé une attention particulière à travers, à la fois un questionnement sur les grands monothéismes et leur place dans les mouvements révolutionnaires, mais aussi à travers un questionnement plus anthropologique, disons, et plus large, sur la place, au fond, des espérances religieuses dans la construction des espérances politiques liées au moment révolutionnaire. Donc il y a des choses tout à fait intéressantes, par exemple, sur le poids des millénarismes dans les religions hindouistes et bouddhistes et leur rôle dans les révolutions ou dans les révoltes asiatiques de la fin du 19e siècle. Il y a quelque chose aussi sur le christianisme et son rôle, justement, en Inde et en Chine dans la deuxième moitié du 19e pour créer des mouvements de révolte très, très importants. Il y a la question du messianisme juif, la question des révolutions dans le monde musulman. Donc, des interrogations, au fond, sur les facteurs de révolution et des interrogations, mais on y reviendra, je crois, sur, disons, les effets des révolutions qui sont paradoxalement peut-être plus originaux, car en réalité, on sait plus de choses ou on s'est plus souvent interrogé sur les causes des révolutions que sur leurs conséquences, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Quentin de Luermoz, on a souvent raconté l'histoire des révolutions comme une histoire événementielle ou à travers les causes structurelles. Et dans ce livre collectif, il semblerait que les émotions occupent une place centrale. Quel est le rapport entre émotion et histoire des révolutions ? Oui, alors merci beaucoup. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à cette question. Je suis un peu surpris. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Mais pour gagner un peu de temps, rappelez aussi qu'un des apports du livre, c'est aussi d'avoir posé la question de l'environnement, du lien entre les révolutions et l'environnement. Mais alors, les émotions, effectivement, on a l'impression que les deux sont assez éloignés, mais en réalité, il suffit de réfléchir à ce que c'est qu'une situation révolutionnaire pour comprendre à quel point elles sont omniprésentes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la situation ordinaire s'effondre, le monde d'avant, on va l'appeler l'ancien régime ou le monde d'avant, émerge une nouvelle situation, et dans cette situation-là, les corps, les mouvements sont pris ensemble. Alors les émotions, souvent on imagine quelque chose qui serait de l'ordre de l'irrationnel, mais en fait c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les émotions sont liées à la morale. Pensez à la question de la solidarité, pensez à la question du sentiment d'injustice. Donc elles sont un moteur dans le dynamique révolutionnaire. Évidemment, il y a les phénomènes de peur aussi qui jouent un rôle, toutes les rumeurs, les thématiques du complot qui vont accélérer au contraire les processus de radicalisation. Il y a aussi, pour certaines révolutions, tout ça est très variable, une réflexion sur ce qui serait un ordre juste de l'usage des émotions. Si on prend la Révolution française, par exemple, une bonne partie des révolutionnaires ont essayé d'opposer au maniérisme démocratique l'idée, au fond, d'une transparence des sentiments. Les bons patriotes, les vrais patriotes, auraient des sentiments immédiats et sans affectation entre eux. Et ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Il faut rappeler qu'en 1792,
la loi sur le mariage et le divorce de la Révolution française est extrêmement généreuse, hein, ne faisant pas de distinction entre les hommes et les femmes et plaçant la question de l'incompatibilité d'humeur comme possibilité de divorcer, ce qui est une révolution absolue si l'on se rappelle ce qu'était le mariage et son lien à l'Église auparavant. Donc l'émotion, vous voyez, en fait, c'est un enjeu majeur en révolution. Mais pourquoi est-ce qu'elle a une telle importance dans l'ouvrage? Alors déjà, elle n'a pas une telle importance dans l'ouvrage. L'ouvrage s'intéresse largement à une grande diversité de sujets, aux connexions, aux comparaisons, mais elle a quand même une place importante sous l'angle d'une notion qu'on appelle le protagonisme, qui revient pas mal dans les travaux en histoire et en sciences sociales en ce moment. C'est une notion qui est empruntée à un historien italien qui s'appelle Haim Burstein, et l'idée au fond est la suivante, c'est qu'en situation révolutionnaire, des personnes qui étaient complètement étrangères à la question politique vont s'y intéresser. Elles vont avoir l'impression d'un seul coup d'entrer dans l'histoire, de devenir des actrices de l'histoire, et ça va complètement modifier leur capacité d'une part de réflexion et d'engagement dans l'événement. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces phénomènes-là ne sont pas du tout éloignés des enjeux institutionnels, puisque sous la Révolution française, les institutions vont essayer de capter un petit peu cette énergie révolutionnaire en mettant en œuvre une économie de la reconnaissance. Donc on va demander aux personnes de faire un récit d'eux-mêmes, racontant leur héroïsme, s'ils veulent obtenir des récompenses en échange. L'intérêt pour l'historien, c'est-à-dire qu'il y a des archives. Souvent on dit l'émotion, on ne peut pas le capter. Et là, on a des documents qui, au fond, sont marqués par leur réalité, comme par le langage dans lequel ils sont écrits, par l'émotion. Donc il suffit juste de trouver les bonnes archives, comme toujours en histoire. Et ce qui est intéressant dans cette question du protagoniste, c'est que c'est une notion qui peut naviguer au fond d'une expérience révolutionnaire à une autre. Avec Boris Gobi, qui est un des co-auteurs de l'ouvrage, il y a quelques années, on avait demandé à des spécialistes d'autres sciences sociales de tester cette notion sur leur terrain. Et l'une de ces chercheuses, qui s'appelle Alexandra Goujon, qui a travaillé sur la révolution ukrainienne de Maïdan en 2004, nous avait dit la notion ne dit rien. Puis elle avait réfléchi, elle a dit non, mais en fait c'est hyper intéressant parce que sur l'expérience de Maïdan, donc la place qui était occupée, et s'était mis en place toute une série d'autogestion pour lutter contre les tentatives de réappropriation de la place. Elle s'est rendue compte que beaucoup de personnes se prenaient en photo comme acteurs de la révolution. Et elle nous a dit mais je ne savais pas quoi faire de ces photos, je trouvais ça un peu anodin. En réalité, c'est une forme de protagonisme, c'est-à-dire c'est extrêmement important. Donc c'est une notion qui permet à des phénomènes qui ont l'air mineurs, au fond, de leur redonner toute leur importance. Et l'émotion dont on dit souvent que c'est un phénomène, au fond, pas très sérieux en histoire, en réalité s'avère absolument décisive, ne serait-ce que si on veut comprendre la façon dont est vécu l'événement révolutionnaire. Donc voilà, sur cette question des émotions, c'est pour ça qu'on la retrouve dans un focus dédié, mais aussi à plusieurs moments dans le livre, un peu sous cet angle-là. Alors oui, on a parlé donc peut-être de choses qui peuvent paraître générales, même si là on commence à rentrer dans la chair des moments révolutionnaires, protagonisme, émotion, selfie. Selfie, ça devrait attirer notre attention. Alors justement, prenons un cas. Quentin de Lermoz. Prenons le cas qui nous réunit peut-être le plus facilement, à tort ou à raison, pour le meilleur et pour le pire, comme d'autres unions. Le cas de la Révolution française. Vous avez compris, à ce stade de la discussion, que la Révolution française n'est pas, disons, le point nodal de notre livre. Histoire globale des révolutions, ça veut dire une histoire dénationalisée, désoccidentalisée, par constellation, c'est-à-dire par grappe. Donc il n'y a pas de centralité, en tout cas donnée et évidente, sauf peut-être pour l'histoire du mot dont j'ai parlé tout à l'heure, de la Révolution française. Et d'ailleurs, preuve en est, pour décevoir certaines et certains d'entre vous, il n'y a pas d'article Révolution française dans l'histoire globale des révolutions. Alors, est-ce qu'il faut s'en attrister, Quentin de Lermoz ? Et qu'est-ce que ça veut dire adopter un point de vue global sur la Révolution française ? Et donc, comment avez-vous surmonté cette absence d'article ou de chapitre Révolution française ?
Merci beaucoup. Alors vous êtes évidemment un peu dur, hein, un peu sévère, mais c'est le jeu, je comprends bien, il faut qu'il y ait une discussion qui s'anime. Oui, alors effectivement, il n'y a pas d'entrée sur la Révolution française, mais si vous regardez l'index, alors est-ce que c'est un succès ou non, c'est un autre problème, mais en tout cas, elle reste extrêmement présente. Hein. Il faut regarder l'index en fait pour trouver un petit peu ces centralités-là. Mais qu'est-ce que fait cette approche à la Révolution française? En fait, elle désexceptionnalise, mais elle ne désingularise pas. Je m'explique. Donc tout le monde connaît à peu près l'événement Révolution française. On va faire par grappe d'ouverture pour voir un petit peu ce que ça donne. Première ouverture que les spécialistes connaissent très bien, au fond, de rappeler tout de même que la Révolution française prend place dans une constellation dans laquelle on peut intégrer une révolution batave, une révolution américaine, et puis la révolution haïtienne, qui en plus a des effets retours sur la Révolution française elle-même, puisque le fameux décret de 1794, abolissant l'esclavage, en fait, est une réaction à la révolution haïtienne en cours. Donc on a déjà là un premier ensemble, au fond. Hein. Si on élargit un peu le temps, qu'on inclut aussi l'Empire napoléonien, on se rend compte que les idéaux révolutionnaires se diffusent dans toute l'Europe à ce moment-là, soit promus par l'Empire, soit en réaction contre lui. Donc on commence à avoir en plus un phénomène européen. Et à partir du moment où s'effondre l'Espagne en 1808, on a toute une vague révolutionnaire qui commence à embraser l'Amérique latine. Ce qui est intéressant, parce qu'on pourrait se dire, tiens, mais la Révolution française est au centre. Si vous regardez les constitutions qui circulent comme modèle à ce moment-là, vous avez les constitutions, alors les multiples constitutions de la Révolution française, les constitutions américaines, la constitution de Cadix de 1812 et surtout les constitutions de ces républiques latino-américaines. En réalité, Eugenia Pellirakis sait très bien parce qu'elle vient de faire un livre excellent sur l'Amérique latine. Elles sont plus avancées que nombre de celles qu'on connaît habituellement puisque ce sont les plus inclusives. C'est les premières à inclure les personnes de couleur, les anciens esclavages dans la citoyenneté. Donc on voit bien qu'en fait on a affaire à un phénomène polycentrique, ça ne fait qu'enrichir la compréhension du phénomène révolutionnaire. Il y a 2 ans, un ouvrage est paru qui montrait les résonances de cette discussion autour des révolutions, parce qu'à ce moment-là on commence à parler citoyenneté, droit, la question du suffrage censitaire, il y a tout un nouveau langage qui émerge à ce moment-là. On en retrouve les résonances jusque dans l'océan Indien, que ce soit par les possessions britanniques ou encore les possessions françaises dans l'océan Indien. Donc on commence à avoir quelque chose d'extrêmement large. Et puis dans l'ouvrage, on a une entrée sur les djihad africains du 19e siècle, donc un immense mouvement de transformation au fond de la structure géopolitique africaine, avec la création de nouveaux empires comme le califat de Sokoto, qui pourraient répondre à la définition des révolutions, mais qui n'ont évidemment pas le même rapport à l'émancipation que ce qu'on observe pour les autres, mais qui ont un effet direct, c'est que ça va modifier les routes de l'esclavage. C'est ça une lecture globale, au fond. La Révolution française, dans cet ensemble-là, elle reste présente. On comprend mieux sa force, mais on voit aussi qu'elle n'est pas seule, et surtout, on peut modifier la façon de l'analyser. En fait, on en sort beaucoup plus enrichi. Deuxième intérêt de cette perspective, c'est que, je vous disais, l'index est extrêmement riche si on concerne la Révolution française. Pourquoi ? Parce que toutes les autres révolutions qui ont eu lieu depuis, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs, ont toujours fait un écho à la Révolution française, toujours transformée. C'est-à-dire qu'elle est à chaque fois réinventée. Donc c'est une réinvention a posteriori. Mais lorsque, dans le mouvement Black Lives Matter, vous vous rendiez à Détroit, dans la zone libre de police, comme il disait, ce qui était chanté par les personnes qui occupaient l'espace, c'était « Est-ce une émeute, sire ?» Non, c'est une révolution. Le fameux mot, en réalité apocryphe, qui était associé à Louis XVI. Donc on voit bien qu'il y a un imaginaire de la Révolution française qui est le produit de cette globalisation et qui explique son actualité aujourd'hui. Donc voilà comment, au fond, l'histoire globale enrichit la réflexion. La Révolution française n'a pas disparu là-dedans. Au contraire, elle a toute sa consistance, mais simplement on comprend mieux toute une série d'occurrences et de points de vue qu'on peut lui apporter pour l'avenir. Eh bien, nous sommes rassurés, en tout cas provisoirement. Vous avez fait tous les deux référence à 2 reprises justement aux index de l'ouvrage. Donc l'index des personnes qui fait 15 pages et 3 colonnes avec effectivement où on mesure justement la couverture, disons transnationale ou mondiale
de cette histoire globale et où on mesure aussi que l'histoire globale des révolutions, comme toutes les histoires, n'est pas simplement une histoire héroïque, hein, mais évidemment une histoire sociale et donc avec beaucoup de protagonistes justement, hein, et de protagonistes hommes et femmes et de protagonistes de toutes les zones géographiques. Alors donc, il y a un effet de connaissance. Et puis, il y a un deuxième index, hein, des noms de lieux et des révolutions. Hein, c'est-à-dire, justement, qui est censé nous donner un peu la géographie de notre enquête ou de nos enquêtes. Alors, finalement, quand on regarde ces cartes qui sont logées dans l'index, Eugénia Paliraki, qu'est-ce qu'on voit comme révolution dont on oublie souvent de parler quand on parle des révolutions dans un pays comme celui-ci et en général en Europe? Merci Laurent. Je vais prendre l'exemple du pays dans lequel du coup je suis née, car bien sûr la Révolution française était une référence importante aussi en Grèce, hein, mais ce n'était pas la seule révolution dont on parlait quand on pensait la fin du XVIIIe, le début du XIXe. Donc une révolution dont on a commémoré, célébré les 200 ans il y a 2 ans, est celle de 1821 qui a eu lieu, qui a donné naissance à l'État grec moderne. On l'oublie très souvent en effet, entre autres parce qu'elle a surtout été étudiée dans un contexte, dans un cadre strictement national. Donc pendant très longtemps, on avait eu du mal à voir quelle importance cette révolution aurait eu au-delà des frontières nationales, sauf peut-être pour le cas des philhellènes européens qui se sont rendus en Grèce pour soutenir, par solidarité avec cette révolution. Des recherches récentes ont montré au contraire que cette révolution, elle doit être intégrée dans l'histoire des révolutions atlantiques de la fin du XVIIIe et du début du XIXe, dont fait aussi partie cette constellation, dont fait aussi partie la Révolution française. Par exemple, le premier pays qui reconnaît l'État grec moderne est justement l'Haïti, révolution à laquelle Quentin vient de faire référence. Il faut également mentionner le cas de révolutionnaires grecs qui ont fini par continuer à faire la révolution après avoir traversé l'Atlantique en Amérique hispanique ou espagnole. Il y a dans notre livre un chapitre écrit par Andreas Liberatos, historien grec, qui montre en fait comment la révolution grecque elle a été perçue, lue, vécue dans les Balkans, surtout à cause de la guerre froide et du fait que la Grèce faisait partie de l'OTAN et des pays dits occidentaux, alors que les autres pays de la région faisaient partie du bloc socialiste. On a beaucoup pensé en fait l'histoire de la Grèce, et on l'a écrite comme une histoire qui avait un rapport étroit avec l'Europe occidentale, mais pas du tout avec sa région immédiate, c'est-à-dire la Méditerranée orientale et les Balkans. Et en fait, dans son chapitre, Liberato, ce qu'il montre, c'est que cette révolution, d'abord, elle n'était pas si nationale que ça. C'est plein de gens d'origine ethnique, pas seulement grecque, mais aussi albanaise, slave, etc., y ont participé. Et aussi qu'elle a fait partie de tout un mouvement dans la région d'émancipation contre l'Empire ottoman avant tout, qui s'est progressivement nationalisé. Donc il montre comment en fait les différentes historiographies des pays appartenant aux Balkans ont lu et ont interprété de façon parfois totalement contradictoire ce même processus révolutionnaire. Donc il s'agit de réfléchir à la fois à l'histoire de ces révolutions et comment cette histoire a été réinterprétée de façon convergente ou opposée à différents moments du 19e et du 20e siècle. Très bien, merci beaucoup. Donc, du coup, on commence à voir ce paysage révolutionnaire s'enrichir. Donc, Laurent Jean-Pierre évoquait tout à l'heure la question des différents acteurs. Donc, le paysage s'enrichit d'espace, d'espace-temps, mais il s'enrichit aussi d'acteurs et d'actrices. Ça a été évoqué, il y a un chapitre sur la paysannerie,
Mais il y a aussi évidemment la question des femmes en révolution, avec un très beau chapitre de Caroline Fayolle. Il faut bien rappeler que c'est un ouvrage collectif, donc on a fait appel à énormément d'auteurs et d'autrices qui ont amené beaucoup. Dans ce chapitre-là, il y a beaucoup de choses très neuves. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette question de la place des femmes en révolution? Est-ce que la question est neuve ou pas? Qu'est-ce que ça déplace dans le questionnement? Bref, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît, sur ce sujet, Eugénia? En effet, le chapitre de Caroline Fayolle est magnifique, vraiment très très beau texte, et en plus elle parvient à faire référence à plus de 2 siècles d'histoire. Et ce que Caroline montre est à la fois que le rôle des femmes dans l'histoire des révolutions est central, ce qui pourrait relever de l'évidence, mais en fait, comme les historiens ont très peu regardé, ont très peu cherché, très souvent en histoire, il faut chercher pour trouver. Comme avant, on ne lisait pas les archives en cherchant à faire une histoire des émotions, on ne voyait pas d'émotions dedans. C'était pareil pour les femmes, ça a été pareil pour les femmes pendant très longtemps. On a cru que l'histoire des révolutions était seulement faite par des hommes parce qu'on s'est focalisé justement sur les hommes. Donc il y a beaucoup de travaux ces dernières années. Je vais parler du terrain que je connais le mieux, l'Amérique latine. Donc il y a ces dernières années beaucoup de travaux sur la participation des femmes, non pas dans des révolutions du XXe siècle, mais des débuts du XIXe, les révolutions contre l'Espagne, qui ont amené à la naissance des États-nations que l'on connaît aujourd'hui en Amérique latine, et qui montrent que déjà à cette époque-là, les femmes étaient nombreuses à participer au processus révolutionnaire, y compris en prenant les armes et parfois en portant des habits d'hommes pour avoir le droit de participer aux armées révolutionnaires. Donc, première conclusion, le rôle des femmes a été central. On le voit maintenant parce qu'on est prête à le voir. En deuxième lieu, ce que Caroline montre dans son chapitre, c'est que les processus révolutionnaires sont très souvent des moments particulièrement propices à l'émancipation féminine, comme le rappelait Ludivine Bantigny, l'une des coéditrices de ce volume. Les révolutions, elles tournent toujours autour d'injustices structurelles, et cherchant à renverser des formes de domination. C'est évidemment aussi le cas des femmes dans beaucoup de sociétés pendant des périodes très très longues de l'histoire, encore aujourd'hui. Donc les moments révolutionnaires où on repense et on renverse les rapports de pouvoir sont aussi des moments où le rôle des femmes pose question, est repensé, et on cherche à construire une égalité entre les deux sexes. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans certaines révolutions ou dans certains partis politiques, souvent les positions féministes sont vues comme, ou parfois sont vues comme contre-révolutionnaires, parce qu'on y voit une cause trop spécifique qui va à l'encontre d'une lutte qui cherche à renverser les injustices qui concernent l'ensemble de la société et pas seulement d'une partie de la société. Et enfin, ce qu'elle évoque et qu'on voit probablement ces dernières années, encore une fois quand on s'intéresse à l'Europe, à la France, mais aussi à l'Amérique latine, le féminisme est un mouvement social, un courant de pensée aussi, et une forme d'action politique et sociale qui a un potentiel révolutionnaire immense. Il suffit de rappeler, je crois, les événements récents au Chili, l'explosion sociale et politique de 2019, et aussi le projet constitutionnel qui a fait suite. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse et peut-être que Laurent en reparlera. Les constitutions aussi, écrire des constitutions, produire des projets constitutionnels, ça peut sembler paradoxal, mais fait partie intégrante, et c'est un chapitre fondamental de l'histoire des révolutions. Merci. Donc du coup, on commence à voir que les géographies sont enrichies, que les thèmes sont enrichis, que les acteurs, au fond, et les actrices prennent plus de place dans ce paysage-là. Mais qu'en est-il au fond des questions anciennes, les causes, les effets, tout ça?
Laurent Jean-Pierre, les révolutions sont-elles sans conséquences? Oui, alors c'est effectivement dans les fameux thèmes dont j'ai parlé tout à l'heure et dont nous avons parlé, c'est-à-dire les thèmes que nous revisitons à la lumière de cet élargissement de la focale temporelle et spatiale de l'étude des révolutions. Il y a les thèmes classiques, disons, concernant les facteurs qui provoquent des situations révolutionnaires. Mais au fond, c'est cette question des facteurs qui provoquent des situations révolutionnaires. Est-ce qu'une crise économique provoque des facteurs révolutionnaires? Est-ce qu'une guerre facilite les révolutions avec justement la possibilité, par exemple, d'une défection des soldats, comme en 17? Est-ce qu'un endettement de l'État facilite les révolutions? Est-ce que des inégalités sociales facilitent les révolutions? C'est des questions que nous reprenons, qui sont des questions classiques. Au fond, c'est des questions qui ont obsédé, je dirais, une grande partie du 19e, mais surtout le 20e siècle. Cette question, au fond, qui consistait à aller chercher à tout prix les causes des révolutions, c'est au fond, c'est une question qui a été en quelque sorte aiguisée, exacerbée par 17, et qui a été particulièrement une question de guerre froide. L'histoire, justement, dénationalisée des révolutions, l'histoire comparée des révolutions, c'est une obsession de guerre froide. Et l'obsession principale derrière cette obsession, c'est l'obsession de la recherche de la formule des révolutions pour les éviter. C'est pas un questionnement désintéressé, c'est pas un questionnement purement spéculatif. C'est vraiment un questionnement qui est indexé à la configuration idéologique de la guerre froide, dans lequel les révolutions sont porteuses de tous les maux, de toutes les pathologies politiques et sociales. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc évidemment, on se focalise sur ce qui les déclenche pour l'éviter. Depuis effectivement la fin du bloc soviétique et depuis, disons, la dernière décennie du XXe siècle, ce questionnement de guerre froide s'est un peu étiolé, même s'il n'a pas disparu, il est encore très présent aux États-Unis. Mais du coup, le regard historique s'est un peu déplacé. Et la question des effets, qui était en quelque sorte verrouillée, puisqu'on partait d'un présupposé qui était cette idée de la révolution comme pathologie du corps politique, comme pathologie du corps social, comme pathologie de l'histoire, cette question pouvait être réouverte ou a été réouverte. C'est pas qu'elle a été absolument absente des études antérieures, mais elle était, comme je l'ai dit, mineure. Et donc, on peut réexaminer, au fond, un certain nombre de questions concernant les effets. Alors, c'est ce qu'on fait là aussi, de manière, je dirais, un peu inaugurale, au sens où il y a plein d'autres thèmes à traiter que ceux que nous avons traités. On a essayé de traiter ceux qui ont justement un peu obsédé et les études et les esprits publics ou les espaces publics du siècle dernier. Donc on a retraité, on y reviendra peut-être, la question de la violence, on a retraité la question de l'économie, par exemple, dans un très bel article de Guillaume Fondu. Qu'est-ce que ça veut dire une économie révolutionnaire? En quoi est-ce que l'économie pèse sur les révolutions? Est-ce que l'économie est une contrainte sur les révolutions? Comment les puissances, ou les marchés, disons-le, ou les banques, font peser des contraintes sur les révolutionnaires? Comment les révolutionnaires ont résolu cette équation économique au 19e et au 20e siècle? Ce que dit Fondu, on pourra en discuter peut-être tout à l'heure, c'est qu'au fond, là aussi, il y a un avant et un après Révolution russe. En tout cas, que les questions qui ont été inaugurées au début du XXe siècle n'étaient pas absentes du XIXe, et je pense que Quentin pourra en parler. Mais en tout cas, les questions qu'on met derrière le mot planification, un mot dont vous avez vu qu'il était encore présent dans l'actualité la plus brûlante, disons, avec un sens sans doute un peu déflaté, dégonflé, comme les vieilles baudruches qui se dégonflent. Mais en tout cas, ce mot planification, c'est un mot du XXe siècle et c'est un mot révolutionnaire. C'est un mot. Alors c'est un mot d'abord de la Première Guerre mondiale en réalité, mais c'est la première. Juste comme la Révolution russe a lieu en même temps que la Première Guerre mondiale, elle se le réapproprie immédiatement et au fond, elle propose une version justement socialiste ou révolutionnaire de la planification qui est inventée, disons, sur, disons, le fond de cette planification de guerre.
donc Fondu s'interroge au fond sur eh bien, l'héritage de cette économie révolutionnaire planifiée et puis l'oubli aussi, hein, au fond, de tous les débats que ces planifications ont entraîné jusqu'évidemment, vous le savez, pour, disons, les moins jeunes d'entre nous, hein, jusque dans l'après-guerre, jusque dans la période, disons, des années 60-70, où les questions de planification algérienne, de planification yougoslave, de leur différence avec la planification soviétique, étaient des questions absolument centrales pour concevoir justement une économie socialiste et une économie révolutionnaire, une économie d'État nouvellement indépendant. Je pense ici à l'Algérie. Bon, on a repris également ces questions. À titre personnel, j'ai repris la question effectivement de l'étatisation révolutionnaire. Hein. Un des paradoxes, je vais très vite ici parce qu'on va passer, on a j'espère, matière à débattre, mais c'est vrai que si vous voulez, un des paradoxes, si on devait dire les choses en deux phrases, deux paradoxes que soulève l'étude des conséquences des révolutions, qui sont des paradoxes justement, disons, méconnus. Hein. Le premier, c'est que les révolutions, loin d'abattre la puissance étatique, au contraire la renforcent. Quand on analyse dans la longue durée l'effet des révolutions, ce sont plutôt des facteurs de concentration de pouvoir étatique. Hein. Alors évidemment, on pense immédiatement là aussi aux grandes révolutions au nom du socialisme, disons, au XXe siècle, mais en réalité, c'est un processus qu'on trouve au siècle précédent également et qu'on trouve dans tous les pays. Là, j'ai parlé des indépendances, hein, et justement toutes les révolutions d'indépendance de l'après-guerre, c'est des moments, les révolutions sont paradoxalement des facteurs de renforcement de l'État, hein, pour le meilleur et pour le pire. Et donc ça, c'est effectivement un des effets, je dirais pas contre-intuitif, mais négligé en tout cas, des révolutions sur lesquelles on se penche et qui est peut-être d'ailleurs à l'origine d'un changement de la signification politique du mot même de révolution au XXIe siècle. Hein. Et puis le deuxième effet, tout à fait négligé dans les débats de révolutionnaires sur les révolutions, c'est l'effet nationaliste, hein, des révolutions. C'est-à-dire qu'effectivement, une grande partie des révolutions sont des révolutions qui certes opèrent un transfert de pouvoir au plus haut niveau des appareils de gouvernement, mais sont aussi des révolutions qui, en fait, constituent ou construisent ou renforcent des identités nationales très fortes, ne serait-ce que parce que parfois elles entraînent des guerres alentour, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, en fait, il y a un effet, disons, nationalisant des révolutions qui est aussi un effet paradoxal si on considère justement les discours idéologiques ou les mythologies de la révolution qui, en tout cas, dans une société comme la France, continuent à circuler et qui nous laissent entendre que les révolutions sont d'emblée, je dirais, détachées des questions nationales ou des questions d'État et qu'elles visent immédiatement l'émancipation. Effet d'étatisation, effet de nationalisation, qui sont deux parmi les effets qu'on étudie. Laurent Jean-Pierre, vous avez prononcé deux mots clés, hein, violence et État, hein, qui arrivent bien tard dans le débat sur les révolutions, c'est étonnant. Le livre noir du communisme remontrait que violence et révolution sont quasiment synonymes. Est-ce que pourriez-vous nous dire au sujet du rapport entre violence et révolution? Est-ce que les révolutions sont par définition violentes? Oui, alors c'est peut-être quelque chose qui est passé inaperçu dans les débats qu'on a eus jusqu'à présent, hein, parce que voilà, on présente les choses dans leur diversité, mais au moment où en fait on a discuté, et c'est vous qui l'avez faite, chère Eugénia, nous vous voyons pour la circonstance, au moment où on a discuté de la définition des révolutions, au fond on est passé au-dessus de ce qui est souvent inscrit à la fois dans notre sens commun et souvent dans les dictionnaires, c'est-à-dire cette idée qu'il y a une sorte de lien intrinsèque, de lien consubstantiel entre les révolutions et la violence. Précisément, dans la définition que nous avons proposée, l'idée d'un soulèvement qui crée un double pouvoir, c'est-à-dire une partie de la population qui ne reconnaît pas comme légitime le pouvoir du roi ou le pouvoir des gouvernants présents, et qui fait de ce double pouvoir le levier pour conquérir le pouvoir et supplanter les dirigeants. Eh bien, dans cette définition, comme vous le voyez, il n'est pas question de violence. Il n'est pas question de violence. Et
ce pari, justement, rend possible d'embrasser plus large, de s'interroger sur à quelles conditions est-ce qu'une révolution devient violente, ou de s'interroger, je pense qu'on y reviendra pour conclure, sur les révolutions actuelles. Un des débats majeurs de l'historiographie, mais aussi, je dirais, de l'esprit ou de l'espace public, dont on a parlé tout à l'heure déjà, c'est de savoir si, justement, les renversements des régimes du bloc soviétique étaient ou pas des révolutions. Si on a une réponse idéologique à la question qui consiste à dire, écoutez, non, ce n'est pas des révolutions, parce qu'au fond, on a défait des pouvoirs socialistes ou communistes qui avaient notre faveur ou qui avaient notre intérêt, et donc ce n'est pas des révolutions. Bon, là, on n'a pas une réponse d'historien, on a une réponse, effectivement, qui est complètement indexée, disons, à un présupposé sur la valeur des régimes qui avaient été constitués au XXe siècle au nom du socialisme ou au nom du communisme. Mais si on a une réponse formelle, dans un premier temps, celle que nous avons adoptée, c'est-à-dire une fraction de la population qui s'oppose à des dirigeants en place et qui finit par les supplanter, on observe que dans cette séquence 89-91, la séquence de la chute du mur et de ses suites, et dans les séquences qui ont suivi, depuis 89, il y a des révolutions de moins en moins violentes, des révolutions que certains collègues à l'étranger appellent des révolutions négociées. Il en va de même pour les changements de régime qui ont eu lieu après 2011 pendant les révoltes arabes, des révolutions négociées. Très peu de violence, très peu de bains de sang. Donc, comme s'il y avait une sorte de processus de longue durée, on discute cette hypothèse d'ailleurs, de civilisation ou de pacification des moments révolutionnaires. Donc ça, c'est la preuve, je dirais, présente, mais qu'on retrouve à d'autres moments de l'histoire, que toutes les révolutions ne passent pas par l'exercice de la violence. Ça, c'est un premier point. Donc, il n'y a pas d'inéluctabilité de ce lien. Et donc, ce lien était lui-même, disons, un lien qui avait été construit pour des raisons idéologiques, depuis, au fond, les grandes peurs qu'avaient créées les révolutions de la fin du XVIIIe siècle. C'est la grande peur des révolutions, qui est cyclique et régulière, qui crée ces effets de violence. Et puis le deuxième point qu'on met en avant, c'est qu'effectivement, la violence n'est jamais un phénomène substantiel. C'est un phénomène qui témoigne d'une certaine relation entre les groupes. Donc d'une relation, par exemple, entre révolutionnaires et groupes contre-révolutionnaires, ou d'une réaction de l'armée et de la police au camp révolutionnaire. Et un des résultats, évidemment, de notre enquête, c'est de montrer que la défection d'une partie des corps répressifs est une condition nécessaire, mais non suffisante aux révolutions. François Furet avait acté, je ne me souviens plus en quelle année, à la fin des années 70, je crois, la fin des révolutions, leur disparition. Et puis Francis Fukuyama avait parlé de la fin de l'histoire, l'histoire comme conflit et comme dissidence idéologique. Quentin de Luermoz, est-ce qu'il y a un avenir pour les révolutions, ou est-ce que c'est un phénomène qui appartient définitivement et résolument au passé? Alors bon, évidemment, pour terminer, vous posez la question difficile. Nous, on n'est pas prophète, donc on ne peut pas vous dire ce qui va se passer. Ce qu'on peut dire, c'est un peu ce qu'a commencé à évoquer Laurent. Et puis, beaucoup de sociologues, au fond, qui ont beaucoup moins de prudence que les historiens là-dessus, sont penchés sur le sujet, Jack Goldstone, Marc Bessinger, et ils estiment, eux, que, a priori, dans l'avenir, il y aura encore des révolutions. Alors certains disent de plus en plus nombreuses, d'autres disent de moins en moins nombreuses, mais en tout cas, il y en aura encore, avec des formes très variées, certaines qui correspondent à ce qu'on vient de dire, à une mobilisation collective qui s'empare du pouvoir par la force, avec la volonté de changer les rapports sociaux, politiques et économiques existants, mais probablement d'autres formes. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que on voit déjà, on a des phénomènes révolutionnaires aujourd'hui qui changent un petit peu de forme. Donc Laurent Jean-Pierre évoquait ces fameuses révolutions négociées, où on va faire passer le compromis avant la rupture brutale. On va plutôt mettre en œuvre des pressions ciblées plutôt que l'exercice d'une violence. Et puis on a tous ces phénomènes, pensez au Irak algérien, pensez au mouvement des femmes en Iran, avec de gigantesques foules qui s'abstiennent au fond du passage à la violence. Alors c'est à la fois une adaptation
à ce processus de pacification qu'évoquait Laurent, c'est-à-dire qu'on essaye de faire une révolution qui corresponde à des critères qui soient acceptables en dehors. C'est aussi une question de rapport de force, hein, c'est-à-dire que le rapport de force avec les forces armées est a priori désormais systématiquement négatif. Et puis il y a peut-être des évolutions plus profondes. Donc ça c'est ce qu'évoque un anthropologue qui s'appelle David Graeber. Il dit si vous regardez l'année 2011, on a les printemps arabes, on a les mouvements Occupy, on a de gigantesques foules qui se déplacent au Brésil. Et il se dit au fond, est-ce que là on n'a pas une autre façon de faire les révolutions, ce qu'il appelle les révolutions inversées, c'est-à-dire au fond des mouvements sociaux qui essaieraient d'abord d'instituer une forme de créativité et d'égalité avant de renverser le pouvoir. Donc des mouvements qui ne cherchent plus à d'abord renverser le pouvoir, mais d'abord changer les relations entre les individus et après renverser le pouvoir. C'est un peu ce qu'on retrouve dans tous ces différents mouvements-là. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a une transformation. Au fond, ce que montre le livre, hein, c'est que les révolutions sont régulières et banales, qu'elles se font écho entre elles. Mais la question sur laquelle il ouvre, à laquelle on n'a pas de réponse évidemment, c'est que probablement elles se transforment dans le temps. Les révolutions sont nées avec la modernité, hein, avec la Révolution française, c'est aussi le moment où la perspective du progrès s'impose dans la plupart des sociétés occidentales. Aujourd'hui, ce régime d'historicité, comme on dit, s'effondre. Le principe révolutionnaire demeure, mais probablement qu'il va prendre d'autres formes dans l'avenir. Et c'est ça qu'il faut savoir observer. C'est-à-dire que les révolutions sont intéressantes à la fois comme mouvement en tant que tel, mais leur évolution dit beaucoup de notre rapport au monde contemporain. Et c'est ça qu'il nous faut probablement apprendre à observer désormais. Merci beaucoup pour vos excellentes questions. Et nous merci de vos réponses. Merci beaucoup. Alors on a maintenant 20 bonnes minutes, une demi-heure de discussion avec vous. Donc voilà, vous levez la main. Vous aurez compris que n'importe lequel de nous trois peut être Emmanuel Laurentin. Donc on fera circuler la question. Vous aviez levé la main, non? Ouais, allez-y. Ceux qui veulent poser des questions, si vous levez la main, comme ça on en prend plusieurs d'un coup. Ouais. Oui, merci beaucoup pour vos interventions. Je voulais poser la question par rapport à votre dernière intervention sur l'évolution des révolutions. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec la médiatisation, les réseaux sociaux, qui font que peut-être ces révolutions-là cherchent aussi un appui dans la communauté internationale, dans les liens avec les autres pays, et que si jamais il y a un passage à la violence trop rapide, ça va décrédibiliser et donc empêcher les soutiens et pour pouvoir effectivement ensuite établir un État acceptable en fait par le reste de la communauté internationale. On prend plusieurs questions? Non, mais je vais vous répondre, on va les prendre au fur et à mesure. Donc je vais commencer. Oui, merci beaucoup. Alors votre question évidemment est très importante parce qu'en fait elle rappelle qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir de mouvement social et politique sans inclure d'une façon ou d'une autre la communauté internationale. C'est-à-dire qu'il y a un espace public, au fond, qui s'est imposé. Et alors, est-ce que c'est une cause? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une des conditions d'existence des mouvements révolutionnaires actuels et que ces mouvements dits sans violence s'adressent aussi à la communauté internationale pour empêcher la répression de l'État en place. C'est très net pour la place Tahrir en 2011, au fond, hein, c'est qu'on se met en scène dans une révolution dynamique, festive et respectueuse d'un certain rapport de force pour empêcher la violence de la répression, et c'est-à-dire faire en sorte, au fond, que l'opprobre soit jeté sur l'État en place et d'une certaine manière le délégitimer. C'est toujours la même question de savoir où se pose la légitimité du pouvoir. Après, est-ce que c'est si récent? Au fond, la médiatisation, elle débute au XIXe siècle. Hein. Si vous prenez les révolutions de février 1848, qu'on a appelé le printemps des peuples, elles aussi se déroulent dans un climat qui devient médiatique. Et là encore, ce sont des révolutions qui se présentent comme pacifiées, qui seraient plus réussies que la Révolution française parce qu'elles n'auraient pas la terreur pour elles. C'est pas du tout impossible que la question de la médiatisation ait joué un rôle dans cette mise en scène de soi. La différence, c'est que les capacités d'action de ce qu'on appelle le niveau international sont un peu symboliques en 1848 et sont très concrètes aujourd'hui. Donc les rapports de force entre les trois niveaux, local, national et international, ne sont pas du tout les mêmes. Ça, c'est un changement absolument majeur.
Si je peux ajouter et peut-être offrir un autre point de vue, merci. Donc, tout d'abord, je crois qu'il y a le rôle des réseaux sociaux est évidemment fondamental pour comprendre les mouvements sociaux et révolutionnaires aujourd'hui. Et en même temps, je crois qu'on a tendance à exagérer leur nouveauté et leur impact, et en même temps avoir une vision du rôle des médias dans d'autres époques qui en réalité qui a tendance à leur attribuer une importance bien moindre que ce qu'ils avaient. Pour parler des révolutions du début du 19e siècle en Amérique latine, en fait, il y avait à l'époque tout un jeu de propagande et de nouvelles, puisque ce qui se passait en Espagne avec les invasions napoléoniennes avait une répercussion sur les décisions prises par les révolutionnaires en Amérique espagnole. Et en fait, c'était évidemment pas de l'information transmise immédiatement, mais il y avait toute une... quel bateau arrivait d'abord? Est-ce que c'était des journaux français? Est-ce que c'était des journaux anglais? Est-ce que c'était des journaux des patriotes espagnols, etc. Tout ça déterminait les prises de position en Amérique. Donc évidemment, les temps sont bien plus lents, mais la question de la médiatisation est très importante. Et par la suite, la communauté internationale, elle joue aussi, parce qu'une fois créés ces nouveaux États, ils doivent être reconnus. Et donc la façon dont ils présentent leur propre révolution, en insistant sur son caractère pacifique, ils utilisaient le terme de révolution heureuse, est fondamental pour essayer de faire reconnaître ces États qui ne voulaient, que l'Espagne essayait de ne pas faire reconnaître par la communauté internationale. Et vice-versa, sur les réseaux sociaux, si on pense justement à Tahrir, ceux que des militants, j'avais eu la chance de connaître des personnes qui avaient participé, et ils me disaient que certes les réseaux sociaux ont joué un rôle très important dans un premier temps, mais très souvent, très rapidement, il y a eu un blocage des communications par le gouvernement, par le régime, et que très rapidement se sont développés d'autres biais de transformation et de circulation de l'information. Ça passait, on est revenu à la communication orale, à l'importance des relations interpersonnelles, et donc c'est aussi une histoire de la révolution des années 2010 à repenser, à réécrire, non seulement par les réseaux sociaux, mais aussi par les relations interpersonnelles qui ont joué un rôle fondamental. Merci. Alors, on va peut-être prendre plusieurs questions. Il y avait 1, 2, 3, 4. On en prend 2, puis 2, ça vous va? Parfait. Allez-y. Oui, alors moi j'ai 2 questions. J'en ai une un petit peu... J'ai triché. Une qui est un petit peu sur une période donnée. Sur la démocratie athénienne, vous avez dit au départ que c'était issu d'une révolution. Je voulais vous entendre un peu là-dessus. Et puis une question un peu plus globale, est-ce que quand on dit qu'on est en train de faire une révolution, c'est vraiment une révolution? Je pense, c'est peut-être un mauvais exemple, la révolution nationale de Vichy, par exemple. Oui, à aucun moment vous n'avez parlé de révolution industrielle dans vos propos. Alors, est-ce que vous pensez qu'il n'y a aucun lien entre les révolutions sociales politiques et les révolutions industrielles? Je pourrais poser la question différemment et remarquer que dans la constellation de début du XVIIIe, constellation de révolution, eh bien, il y avait quand même la révolution de la vapeur, et que dans la constellation actuelle des révolutions, eh bien, il y a quand même la révolution numérique. Alors, je commence pour le... Alors, merci beaucoup d'abord. Je vais répondre très vite pour laisser la parole à Laurent, mais sur vos deux questions, c'est un peu la même réponse en un sens. C'est la question de la façon dont on utilise la notion de révolution. Ce qu'on a proposé aux auteurs, c'est 3 définitions. Donc la définition que j'ai donnée tout à l'heure, une révolution, c'est une mobilisation collective, etc. On a proposé une définition élargie qui est inspirée d'un historien qui s'appelle Clément Thibault, qui dit qu'au fond, il faut aussi intégrer les formes de légitimité qui peuvent être liées à des transcendances divines ou autres, ce qui permet d'inclure beaucoup de mouvements sociopolitiques à caractère révolutionnaire qu'on va trouver en Asie, par exemple, au XIXe siècle. Et puis la question des acteurs, est-ce que c'est dans le langage des acteurs ou pas? Et après, les chercheurs, les historiens devaient se débrouiller avec ça. Alors c'est intéressant parce que la collègue Claudia Moatti, qui a travaillé sur les révolutions romaines, elle dit non, c'est pas dans le langage des acteurs, donc la catégorie n'a pas d'intérêt. Il faut faire très attention, il faut retrouver le langage dans lequel les personnes parlaient pour contester les formes d'inégalité et
et d'injustice politique. Et donc elle développe là-dessus. Et Noémie Villasec, pour la Grèce, a joué le jeu inverse, mais elle ne dit pas évidemment que la notion vaut parfaitement. Elle dit la notion permet de forcer un tout petit peu les sources qui ont tendance à affadir un peu ces mouvements-là, puisqu'ils ont été écrits après coup par les élites, et ça permet de voir derrière, on dit contre le grain des archives en fait, contre le grain de l'archive, des mouvements sociopolitiques avec peut-être des volontés de transformation beaucoup plus grandes que ce que l'historiographie a laissé. Donc elle ne dit absolument pas qu'il faut utiliser la catégorie contemporaine sur le passé, mais que la notion aide à lire peut-être un peu différemment les sources athéniennes. Et ça vaut aussi pour la question de la révolution nationale. En un sens, nous on ne les a pas inclus, puisque ce sont des révolutions qui s'inscrivent dans l'héritage contre-révolutionnaire. Donc d'une certaine manière, on les a enlevés de l'élément, mais la façon dont on utilise le mot révolution dans ces cadres-là, évidemment, est à interroger. Je vais juste ajouter pour la révolution nationale, je ne vais pas prendre l'exemple de Vichy, mais en Amérique latine, il y a beaucoup de coups d'État qui ont surnommé révolution en fait par les militaires qui les font. Il y a des chercheurs, des collègues qui considèrent qu'en fait, du moment où les acteurs utilisent le mot révolution, on peut parler de révolution. Mais là, d'une part, il n'y a pas de participation du peuple, et d'autre part, ce que d'autres chercheurs avec qui je suis plus en accord considèrent, c'est que même si on peut se demander pourquoi ces acteurs-là utilisent le mot révolution pour s'auto-qualifier, pour qualifier leur mouvement. Mais en même temps, il convient de distinguer en tant qu'historien entre mouvement révolutionnaire et contre-révolutionnaire, et que contre-révolution n'est pas seulement une opposition à quelque chose, mais c'est aussi des mouvements politiques qui ont des propositions, qui proposent un changement profond, mais ce n'est pas un changement qui va dans le sens de l'émancipation, et que c'est la différence avec les mouvements révolutionnaires. Oui, vous avez compris, une des difficultés, je réponds à votre question sur la révolution industrielle en évoquant cette difficulté, c'est que voilà, on oscille dans l'enquête je parle d'une enquête collective et je parle d'une enquête que nous partageons avec vous, entre des moments où il faut à la fois prendre très au sérieux les catégories que les acteurs utilisent eux-mêmes ou que les protagonistes de l'histoire utilisent eux-mêmes pour penser ce qu'ils sont en train de faire, et de temps en temps, il faut aussi essayer de construire une définition qui permet de s'appliquer à plusieurs situations historiques dans le temps et dans l'espace. Révolution industrielle. Bon, là, voilà, on a un problème qui relève typiquement de ce que je viens d'essayer de souligner, c'est-à-dire on a le mot révolution. Bon, est-ce qu'on le garde dans ce cas-là? Si on emploie notre définition, ça ne rentre pas dans l'ordre des révolutions sociales et politiques, ou politiques d'abord et sociales ensuite, telles que nous les avons définies. C'est pas la révolution industrielle, c'est pas la construction d'une situation de double pouvoir qui peut, sous certaines conditions, conduire à un transfert de la souveraineté ou un transfert de pouvoir. Donc, le mot est simplement, disons, employé de manière, métaphorique, ou en tout cas étendue par rapport à sa signification astronomique d'abord, politique ensuite. Après, il y a une question évidemment que vous connaissez et qu'on connaît tous avec nos enseignements d'histoire de jeunesse, c'est évidemment quel est le lien éventuel entre révolution industrielle et les grandes révolutions justement à la fois atlantiques de la fin du XVIIIe siècle, et puis les révolutions nombreuses du XIXe siècle. Alors il y a déjà tout de suite un des apports de notre affaire ou de notre ouvrage, c'est de montrer tout de suite que il y a plein de révolutions du XIXe siècle, Quentin de Lermoz en parlerait mieux que moi, qui sont effectivement hors champ par rapport à la question de la révolution industrielle. J'ai parlé de la révolte des Sipais en Inde, j'ai parlé de la révolte des Taiping en Chine, où je les ai plutôt évoquées trop rapidement, qui sont en fait toute la deuxième moitié du XIXe siècle, dans une grande partie de l'Asie, est en tout cas un siècle, un ensemble de décennies avec intensification des rébellions, où la question industrielle est absolument absente. Donc ça, c'est un premier élément. Donc le deuxième élément, c'est de savoir, est-ce que la révolution industrielle est un facteur de révolution, ou est-ce que la révolution industrielle est une conséquence de certaines révolutions? Ça, justement, du côté facteur, je m'arrête là pour ma réponse. J'ai essayé de vous répondre. On ne trouvera pas un facteur de révolution. Que la révolution industrielle accroisse, c'est ce qu'on disait évidemment dans certains
dans certaines théories de l'histoire, hein, plus que dans certaines histoires d'ailleurs, qu'elle accroisse des tensions sociales, qu'elle accroisse des inégalités, qu'elle produise des polarisations. Tout ça, ça a été largement montré. Que les polarisations sociales, par exemple, entre des classes ou des groupes où il y a des inégalités, entre lesquelles il y a des inégalités très fortes, produisent des révolutions, ça, il n'y a rien de mécanique. Il y a plein de situations historiques et sociales où il y a des inégalités affreuses, pensez à nouveau à l'Inde contemporaine par exemple, où effectivement il n'y a pas de révolution. Donc il n'y a aucun lien mécanique, et c'est un peu d'ailleurs l'objet de l'ouvrage, hein. Il n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas de lien mécanique entre révolution industrielle et révolution politique, ni dans un sens, ni dans un autre. Mais effectivement, voilà, l'enquête reste ouverte sur les effets économiques des révolutions. Ouais, ça résonne la vache. Du coup, je me demandais, est-ce que vous faisiez la différence entre le terme de révolution et le terme de mouvements sociaux? Parce que, par exemple, je pense à des auteurs comme Isabelle Sommier qui va utiliser le terme de mouvements sociaux quand elle va parler d'émotion et qui va utiliser le terme révolution quand elle va parler de la violence, utilisé dans ses mobilisations, mouvements, révolutions, je sais pas trop. Si oui... quelles sont les différences? Est-ce qu'il y a une question de seuil entre les deux? À partir d'un certain moment, on passe de mouvement social à révolution ou alors pas du tout? Et sinon, pourquoi utiliser un terme plutôt qu'un autre? Et je pense notamment à l'expérience zapatiste qui peut être considérée comme une révolution dans le sens où ça va remettre en question des rapports de force, que c'est des mobilisations populaires, enfin pas militaires en tout cas, et qui n'est pas forcément toujours considéré comme une révolution, mais plutôt comme un mouvement citoyen social. Merci. On va prendre la deuxième question. Il y avait tout en haut. Là-bas. On vous fait monter un peu les escaliers, désolé. Merci. Oui, moi ma question c'est plutôt sur la fin des révolutions, parce que j'ai bien compris, je pense que vous adoptez une approche processuelle, donc où vous mettez un peu à distance les causes, la question des causes, des finalités de la révolution, pour analyser la révolution en train de se faire. Mais est-ce que vous pensez, et si oui, comment la fin des révolutions, l'après-révolution, voire le retour à l'ordre social ou la sédimentation du nouvel ordre en fait, social qui se met en place? Merci. Alors, concernant la première question, merci beaucoup de nous donner l'occasion de déplier un peu ce que nous avons dit probablement trop vite tout à l'heure. Oui, nous faisons une distinction très forte entre mouvements sociaux et révolutions. Donc, tous les mouvements sociaux ne sont pas des mouvements, ne sont pas des révolutions. Il y a des mouvements sociaux évidemment qui peuvent véhiculer des idéologies révolutionnaires, mais ça fait pas d'eux immédiatement, disons, des ferments de révolution. Il y a un critère très simple qui n'est pas un effet d'intensité, qui n'est pas un effet de seuil, mais qui est vraiment ce critère du double pouvoir, hein, que j'ai mentionné très tôt, et qui est en fait un critère qui veut dire, voilà, il y a dans la société, hein, par exemple, une assemblée nationale issue de la réunion des États généraux, ou un territoire, par exemple le Chiapas, hein, qui dit nous sommes autonomes, nous ne reconnaissons pas le pouvoir en place, et nous sommes le vrai pouvoir. S'il n'y a pas ces trois éléments, si moi ici je dis je suis le vrai pouvoir en France, tout le monde va rire, hein, et puis on va peut-être éventuellement me conduire en dehors de la salle pour aller, je ne sais pas, dans un établissement ou ailleurs. En tout cas, on va me sortir. Hein. Voilà, donc il faut pouvoir faire ça et avoir une certaine légitimité à le faire, c'est-à-dire être soutenu par une fraction de la population qui croit en cet énoncé et qui le porte jusqu'à éventuellement la confrontation violente. Ça, c'est un critère majeur. Il y a plein de mouvements sociaux qui ne remplissent pas ce critère. Ça, c'est le critère qui définit une situation révolutionnaire. En fait, il y a beaucoup de cas où il y a des situations révolutionnaires, mais il y a énormément, encore plus de cas où les mouvements sociaux ne conduisent pas à cette situation de double pouvoir. Et dans cette famille des situations de double pouvoir, il y a seulement une infime partie d'entre elles, hein, de ces situations de double pouvoir, qui produit un transfert de pouvoir. C'est-à-dire ceux qui ont dit place Tahrir, nous sommes le véritable pouvoir égyptien, nous sommes la vraie souveraineté nationale en Égypte, en fait, tout le monde ne fait pas tomber le souverain parmi les gens qui disent ça. Dans le cas égyptien dont je parle à l'instant, hein, Moubarak tombe. Hein. Donc effectivement, il n'y a pas simplement une prétention à incarner
une autre souveraineté, il y a une réussite à de cette prétention. Hein. Et donc ça fait une issue révolutionnaire. Donc si vous voulez, voilà, ces deux critères tranchent énormément à l'intérieur des mouvements sociaux. Et comme vous l'avez vu, la question de la violence est absolument absente de cette définition. Je laisse mes camarades répondre sur la deuxième question qui a été posée. J'ajouterai un mot si nécessaire. Oui, c'est plutôt ça. Je sais pas que tu auras envie. Oui. C'est une question fondamentale et c'est en même temps l'une des questions qui sont le plus rarement posées par l'historiographie. Donc, vous faites très bien de le signaler. Cette question de la sortie, on a beaucoup pensé les causes, les origines, les débuts de révolution, mais beaucoup moins la sortie de révolution, qui est d'ailleurs une question aussi de chronologie. Quand est-ce qu'on peut considérer qu'une révolution se termine? Quelle est la date de fin? Et à propos des processus révolutionnaires, il y a des débats infinis à ce sujet, des régimes post-révolutionnaires qui sont encore au pouvoir. Il y en a des collègues qui considèrent que c'est toujours des révolutions. Bon. Donc, dans le livre, il y a un chapitre coécrit par un historien et un anthropologue, un historien italien, un anthropologue danois, Forlenza et Thomassen, qui pensent justement la sortie de la révolution à partir d'une perspective anthropologique et historique à la fois. D'ailleurs, Forlenza, c'est très intéressant parce qu'il travaille sur les mouvements paysans du sud de l'Italie, des mouvements révolutionnaires au moment de la fin de la guerre, hein, donc qui devient aussi un moment de potentiel d'ouverture révolutionnaire qui dure toutefois peu de temps. Et à la fois les traversées et les chapitres sur les constellations révolutionnaires pensent souvent la question de l'État, comment est-ce qu'on peut parler de la construction d'un État et d'être encore dans une situation révolutionnaire, ou est-ce que c'est la fin de la révolution et de la pétrification des révolutions. Donc je vous réponds par des questions ouvertes plutôt, et je vais peut-être... Oui, pour continuer ce que tu viens de dire, un autre point qui est évoqué dans l'ouvrage, au fond, là où la question se pose, comme vient de le rappeler très justement Eugénia, en fait, il faut se poser la question, mais on ne pourra pas trouver de réponse simple. C'est la question des échos, en fait. Si vous prenez un exemple comme la Commune de Paris, bon, ça dure 72 jours, massacrée en mai 1871, ça s'arrête là. Mais à chaque fois qu'un mouvement social ou une révolution, pour reprendre les deux éléments qui avaient été évoqués, se la réapproprie d'une certaine manière, elle reste agissante, elle n'est pas finie. Hein. Donc on le retrouve en 1917, que ce soit dans une série de communes rurales ou dans des dortoirs entiers d'étudiants qui s'appellent eux-mêmes communes. Hein. On a un article dessus dans l'ouvrage. Que ce soit à Shanghai en 1967, à Nantes en 1968, après on s'est dit bon bah c'est fini. Et puis au mouvement Occupy à Auckland, ça s'appelait Auckland Commune. À Mexico, à Oaxaca, on parle de communes, dans les ZAD aussi. Donc on voit bien en fait qu'il n'y a pas de fin des révolutions de ce niveau-là. Et chacune de ces réappropriations est différente des précédentes. Donc ça c'est une autre façon d'agir de l'histoire qui est très compliquée à analyser. Parce que quel est le lien? Il est fort, mais c'est pas exactement le même. Comment on fait? C'est la discontinuité. Mais en un sens, il y a une survie des révolutions qui va dans des endroits qui sont complètement inattendus à chaque fois. Donc il y a à la fois le moment lui-même, il y a les effets de seuil qui sont évoqués dans cet article d'anthropologie, il y a cette question des résonances, hein, mais sur lequel on n'a pas de solution, mais qui pose un nouveau type de question d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a... oui. Et derrière. Oui. Merci. À propos de la question de la structure de double pouvoir, qu'on trouve plus précisément exprimée chez Trotsky dans son histoire de la révolution russe, on peut quand même se demander si ce n'est pas un schéma un peu simpliste, parce que, en fait, Trotsky nous raconte que le gouvernement provisoire essaye de construire un pouvoir avec l'Assemblée constituante. Il oppose à ça la montée du Congrès pan-russe des soviets. Ces deux forces s'opposent, mais à la fin, qui c'est qui gagne? Ce n'est pas les coupes de foot allemandes, c'est le parti bolchevique. Donc, en fait, il y a une troisième force qui agit là derrière et qui met à profit la structure de double pouvoir pour s'emparer des leviers de commande. Merci. On prend la dernière question. Merci.
Une dernière question. Une dernière question là-haut. Ouais, ça vous fait faire des montées descentes. On prend les 2 questions et puis on s'arrêtera là. Alors, est-ce que les conservateurs, la droite américaine, est réactionnaire ou révolutionnaire? Voilà, je pose cette question parce que depuis l'émergence d'un mouvement néolibéral, donc avec des intellectuels comme Robert Nozick, il y a une violente remise en question de l'État fédéral et fiscal, avec une baisse des impôts, un affaiblissement de l'État central. Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'une manière pour certaines élites qui se perçoivent comme opprimées de s'émanciper? Et également l'influence de l'imaginaire révolutionnaire originel sur des mouvements comme les Tea Party ou bien ce qu'on a vu plus récemment le 6 janvier. Merci. Bon, alors, concernant la première question, je vous réponds brièvement parce qu'on ne va pas faire un commentaire de l'histoire de la révolution russe de Trotsky, mais évidemment, je dégage complètement la catégorie. C'est pas moi qui dégage, en réalité. Nous dégageons à la suite d'autres chercheurs, notamment américains. Je pense ici à Charles Tilly, en fait, qui est celui qui a proposé d'appliquer le schème analytique de Trotsky à l'ensemble des situations révolutionnaires, comme nous le proposons nous-mêmes. Donc, en fait, la question, c'est pas de savoir est-ce que Trotsky décrit fidèlement ce qu'a été le processus révolutionnaire russe. La question est plutôt de savoir est-ce que la notion de double pouvoir est une lunette ou un instrument intéressant pour lire des situations révolutionnaires de manière générique. Et la réponse à cette question est oui, indépendamment de la qualité de l'histoire de la révolution russe qu'a produite Trotsky lui-même. Au fond, derrière cette histoire de double pouvoir chez Trotsky, il y a une histoire un peu plus générale qui est aussi au cœur de notre livre, c'est-à-dire le fait que pour les révolutionnaires russes, comme il y a en fait il y a déjà une histoire, alors peut-être pas globale, mais en fait les révolutionnaires fondent l'histoire des révolutions. La fameuse résonance qu'a évoquée tout à l'heure Quentin, on pourrait dire que c'est pas simplement une résonance, c'est au fond une cumulativité interne à la tradition révolutionnaire qui se penche de manière réflexive régulièrement, comme vous avez l'air de le faire vous-même, sur effectivement l'héritage révolutionnaire, les échecs des révolutions passées. La Commune, de ce point de vue-là, a été évidemment un enjeu de débat majeur dans la tradition marxiste et notamment dans la tradition bolchevique. Et donc du coup, évidemment, il y a cette cumulativité. Donc pour Trotsky, la question, par exemple, du double pouvoir et de la Révolution française était évidente. La catégorie de double pouvoir, elle n'est pas là simplement pour décrire la Révolution russe, elle est là pour décrire une famille de situations révolutionnaires dont la Révolution française, disons, participe. Donc je crois qu'on n'a pas tort, quel que soit ce qu'on pense de l'origine de cette catégorie et de son emploi pour décrire fidèlement ou pas la Révolution russe, on n'a pas tort de l'employer comme, une fois de plus, un prisme analytique pour d'autres situations. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, j'ai peut-être raté un épisode de la question, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Votre question, c'était si, dans le cas d'élites économiques qui pensent leur action comme une émancipation parce qu'elles sont en train de défendre leurs propres intérêts économiques, on peut parler de révolution, c'était ça? En fait, c'est qu'il y a dans la droite américaine, il y a un imaginaire politique révolutionnaire originaire qui est très important. Il y a une référence constante à la Révolution américaine pour remettre en cause l'État fédéral. Il y a aussi la perception du fait que l'État fédéral muselle l'individu, que l'individu doit s'en émanciper. Et en même temps, il y a quand même une dynamique réactionnaire, puisque ça permet aussi aux élites économiques en fait, de remettre en question l'État fédéral. Donc c'est quand même assez original, puisque ça permet à des idées réactionnaires de s'appuyer sur des idées révolutionnaires. C'est quand même assez difficile à comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres cas qui existent? Alors, vous l'avez compris, notre ouvrage n'est pas sur les idéologies révolutionnaires, ni sur les idées révolutionnaires, ni sur les emplois du terme de révolution dans diverses idéologies. On a commencé par dire que effectivement il y avait un emploi, un emploi très relâché du mot. Si on passe tant de temps dans cette discussion à
à parler de la définition, c'est bien parce que, en fait, les emplois sont très variés, très relâchés, très dissous. Hein. Et donc, évidemment que des courants réactionnaires peuvent parler de révolution. On a évoqué la Révolution nationale, on aurait pu parler des révolutions conservatrices, etc. Que le terme soit devenu une catégorie politique employable par des courants extrêmement variés, c'est évident. On ne s'intéresse pas à l'idéologie révolutionnaire ou aux idées révolutionnaires, on s'intéresse d'abord aux faits révolutionnaires qu'on essaye de définir donc de manière rigoureuse dans une classe d'événements de rébellion, d'insurrection, de soulèvement. Bon, ça c'est un premier élément. Après, si vous voulez qu'on discute du caractère... donc évidemment, pour l'instant, il n'y a pas de révolution libertarienne, à ma connaissance. Quoi. Il y a évidemment des désirs de révolution libertarienne, il y a plein de... Voilà. Et, par contre, je pense que votre question pose une autre... pointe vers une autre interrogation qui est le fait qu'à l'intérieur de ce corpus des révolutions que nous avons essayé d'étendre, il est vrai qu'il y a toujours eu des théoriciens, des idéologues, des politiciens, des leaders révolutionnaires qui ont essayé d'établir des partages. Et donc l'opposition entre révolution américaine et révolution française, mais révolution européenne au sens large, c'est une des oppositions structurantes qu'on voit apparaître, alors là aussi je parle sous le contrôle aussi de mes collègues, mais en tout cas qu'on voit particulièrement saillante pendant la guerre froide dont j'ai parlé tout à l'heure, et notamment sous la plume de Hannah Arendt, qui évidemment dit il y a deux traditions au fond, il y a des révolutions avec État, pour aller vite, ou des révolutions qui renforcent l'État, comme j'ai dit moi-même, mais au fond c'est vrai de presque toutes les révolutions, et puis il y a des révolutions, alors, en tout cas, qui sont plus sceptiques ou plus distantes vis-à-vis de l'étatisation, et là elle trace une tradition tout à fait contre-intuitive qui va de la révolution américaine dont vous parlez, avec des penseurs qui sont justement contre la concentration étatique des pouvoirs et le fédéralisme d'une manière générale, et effectivement qui va jusqu'à les révolutions, ou en tout cas les révoltes des conseils de Hongrie de 1956. Et donc c'est une tradition très contre-intuitive. Quel est le rapport entre la révolution américaine et les révolutions de conseil de l'après-Seconde Guerre mondiale, En tout cas, c'est cette idée au fond que l'État est peut-être un obstacle dans la marche révolutionnaire. Alors c'est là qu'on retrouve la question qui a été posée tout à l'heure par Quentin et aussi par Eugénia, c'est qu'il y a une historicité effectivement de l'idée même de révolution ou de l'horizon révolutionnaire. Et je crois qu'au XXIe siècle, cette question effectivement de la place de l'État dans un horizon révolutionnaire, c'est une question centrale qu'on hérite du siècle dernier. Je suis navrée de parler de nouveau de l'Amérique latine, mais sur les questions que vous posez, même si cette vision-là mobilise des références qui sont propres à l'histoire des États-Unis, ce même mouvement idéologique et de pensée économique en même temps, on le retrouve aussi en Amérique latine, en particulier au Chili et plus récemment au Brésil, en Argentine, avec les nouvelles droites qui ont émergé ces dernières années, mais qui en réalité s'inspirent d'un changement idéologique majeur qui se produit dans les années 70, qui est celui d'une alliance inédite entre une tradition politique libérale qui avait été pendant le 19e siècle et une bonne partie du 20e progressiste ou ce qu'on appellerait de gauche, et qui, dans les années 70, en fait, par le biais de l'anticommunisme, se rapproche énormément de la droite conservatrice, voire contre-révolutionnaire. Et en fait, c'est une alliance idéologique que l'on retrouve dans le Chili de Pinochet, qui est exprimée par les économistes des Chicago Boys, qui ont fait leur formation à Chicago avec Milton Friedman, etc. Donc ce sont les mêmes réseaux et qui connaît une trajectoire extrêmement dynamique et très intéressante en fait en Amérique latine. Donc il y a cette alliance entre des secteurs ultra-conservateurs d'un point de vue moral et politique et qui font alliance avec les libéraux. Donc les libéraux, ils apportent cette idée du besoin de la non-intervention de l'État dans l'économie à laquelle les secteurs conservateurs résistaient jusqu'alors.
Et ces secteurs conservateurs, en fait, ils adoptent cette idée libérale en disant la loi du marché, en fait, c'est une loi divine, c'est une volonté de Dieu. Donc il y a à la fois une transformation des idées libérales et des idées conservatrices, et une alliance inédite que l'on retrouve encore aujourd'hui. Si vous regardez Bolsonaro, Milei maintenant en Argentine, c'est vraiment cette pensée-là qui remonte aux années 70, mais qui connaît aujourd'hui une très forte actualité, mais qui vient en partie d'une tradition révolutionnaire du 19e siècle, mais qui a complètement rompu avec une bonne partie de l'héritage révolutionnaire du 19e, donc il ne s'agit plus de révolutionnaires, et d'une tradition purement contre-révolutionnaire qui s'est maintenue depuis le 19e jusqu'à aujourd'hui. Parfait. Bah, merci beaucoup. On a dépassé notre temps. Un très grand merci pour vos questions, votre patience. Et nous faisons une signature à 4h30 sur le stand de la découverte. Maintenant. Merci beaucoup. Je les enseigne. Mathieu avec 2 T ou avec un seul T? Un seul T, TH. Ah oui? Vous enseignez? Oui, je suis maître de conf à Nanterre. Sur la Révolution française. Ah bah j'imagine, ouais. Bah, depuis pas longtemps, depuis 2 ans.